Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche pour votre émission À l'origine. Nous sommes ici en Israël, à Tel Aviv, dans le quartier de Neve Tzedek, et nous allons aborder un sujet extrêmement important et intéressant qui concerne toutes les familles sans la moindre exception, l'éducation. Chaque parent est amené à faire des choix dans le système éducatif qu'il veut proposer à ses enfants. Et ce matin, j'ai le privilège, le plaisir de recevoir Joy Galam. Bonjour Joy. Bonjour. Merci d'être à côté aujourd'hui pour notre émission. Vous avez écrit à quatre mains S'élever avec ses enfants, ce livre absolument incroyable sur l'éducation. Je dis à quatre mains parce que c'est une opération avec Vanessa Benzaken. Alors tout d'abord, présentez-vous en quelques mots. Vous êtes enseignante, conférencière, vous transmettez les valeurs de la Torah de manière générale et vous êtes également aux côtés du Rav Eli Lemel dans son œuvre assez incroyable de rapprochement des familles vers les valeurs de la Torah et pour les accompagner également dans leur parcours. Vous êtes ici en Israël depuis quelle date et comment est-ce que vous êtes arrivée ici? Eh bien, ça fait 12 ans que mon mari et moi nous trouvons en Israël, à Tel Aviv plus précisément. Et nous avons donc le plaisir depuis 8 ans d'enseigner la Torah dans tout le cadre, toute génération confondue, tout niveau social et religieux. Est-ce que c'est uniquement dans le cadre francophone ou même israélien? Il s'avère qu'on peut également enseigner en hébreu, mais nous avons choisi vraiment de nous cibler sur les francophones puisqu'il y a énormément de demandes et pas beaucoup forcément d'enseignants qui sont francophones. Donc voilà, nous nous sommes lancés vraiment dans l'enseignement et c'est un plaisir de tous les jours. Alors, il y a énormément de livres sur l'éducation. Quelle est la particularité de ce livre? Qu'est-ce qui vous a amené à l'écrire? Alors, en fait, ça a été une rencontre. Tout d'abord, ça a été une rencontre entre Vanessa Benzaken et moi-même. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Et j'ai été subjuguée par ses cours et elle a commencé à me former vraiment sur le thème de l'éducation. Et chose rarissime, c'est que j'ai vu les fruits de mes efforts sur le terrain. Vraiment, j'ai perçu un véritable changement dans mon attitude avec mes enfants à la maison, etc. Et en fait, après 2 ans de formation, je ne lui ai pas laissé le choix. Voilà, je lui ai dit, écoutez, on va écrire un livre toutes les deux. Et elle-même avait été formée depuis 11 ans par le Rav Yechiel Yakovson, qui est vraiment un ponte de l'éducation ici en Israël. Et nous-mêmes, on a commencé à travailler sur le livre. Sachez que vous l'avez entre vos mains, ça nous a pris à 2-3 ans à l'écrire. Et je pense que le résultat est aussi à l'échelle des efforts que... Exactement, et c'est vrai qu'on le voit. Alors, vous avez choisi une présentation assez originale parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un livre sur l'éducation avec tel ou tel chapitre qui va parler de tel ou tel point. Vous l'avez mis en scène. Voilà. Alors, quelle est cette mise en scène, justement? Alors, exactement. Donc, tout au début, je me rappelle que j'avais commencé à écrire de façon théorique. Puis, j'ai tout déchiré. Et j'ai tout commencé à zéro. Voilà. Et j'ai dit, je veux que ce soit un livre vivant. Que ce soit un livre vivant parce que j'ai vécu vraiment ce savoir pour qu'il se transforme en acte et donc je voulais que ça se matérialise en fait d'une façon ou d'une autre dans le livre. Donc nous avons inventé 4 stéréotypes. Alors il y a l'enseignante, celle qui vient apporter donc le contenu aux élèves et puis donc on a 3 stéréotypes d'élèves. Une première qui n'a pas beaucoup confiance en elle et qui se remet énormément en question en tant que maman. C'est très classique. Il y a la deuxième, donc un peu plus rigide, intransigeante, et qui voit qu'en fait, à un moment, ça ne peut plus fonctionner. Surtout quand elle voit que ses enfants sont à l'âge de l'adolescence et qu'ils ne suivent plus. Et enfin, la troisième, qui, elle, a du mal à gérer ses émotions. Voilà, donc elle va être très impulsive, elle va s'énerver au quart de tour. Et je pense que derrière ces 3 portraits-là, chacune va se retrouver, ou chacun bien sûr, va se retrouver, on l'a écrit au féminin, mais évidemment ça s'adresse à tous parents, va se retrouver finalement un peu dans ceci, un petit peu dans cela. Alors essayons maintenant de pénétrer dans le vif du sujet. En hébreu, l'éducation se dit chinour, les chaner. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine de ce mot? On sait qu'en hébreu, les choix du vocabulaire ne sont pas simplement un accord entre les différents membres de la société, mais qu'il y a un sens profond. Que signifie exactement le mot chinour? Tout à fait. Alors en fait, le mot chinour signifie plus précisément intériorisation. Voilà, c'est l'intériorisation des valeurs. On le voit d'ailleurs dans un verset de Shlomo Amelech, des Proverbes,
un verset qui est très emblématique en fait de l'éducation, qui est Chanor lanahar alpi darko gam ki yaskin lo yasur mimena. Alors, c'est ce qui veut dire donne aux jeunes enfants de bonnes habitudes, et la suite du verset est importante, de façon à ce que même avancés en âge, ils ne s'en écartent pas. On peut également traduire, c'est effectivement un verset très emblématique, les filles d'Arco selon sa nature. Est-ce qu'on doit absolument dire depuis le début de notre réflexion sur l'éducation qu'il n'existe pas un seul système qui doit s'appliquer à tous les enfants du monde, voire même dans une même famille où un système qui pourrait très bien fonctionner avec le premier enfant n'est plus du tout adéquat pour un deuxième enfant. Est-ce que de ce verset-là, justement, on ne peut pas mettre en évidence le fait que chaque enfant a sa propre sensibilité et que c'est du devoir des parents d'adapter leur système éducatif à l'enfant? Eh bien, tout à fait. En fait, ce verset, comme je vous l'ai dit, il est emblématique de l'éducation. C'est un petit peu notre motto. Donc évidemment, on va trouver énormément de messages qui sont fondamentaux, dont celui que vous voulez d'expliciter. Alors le Rav Jacobson a un petit mot d'humour. Il dit c'est une erreur de croire que tous les enfants sont nés dans une même famille. Alors au début on est un petit peu étonné. Il dit mais oui, le premier il est arrivé, les parents étaient encore patients, voilà, plein d'entrain avec beaucoup de principes. Et puis après voilà, on est un peu plus différent, on a pris de la maturité, parfois moins disponible. Et donc en fait finalement chaque enfant vient avec un environnement qui est déjà différent. Et à part ça, bien sûr qu'on croit qu'on vient avec une âme et que celle-ci a déjà des attributs, des tendances. Et donc évidemment que appliquer un système A à cet enfant et essayer de le transposer complètement à l'enfant B est une erreur vraiment éducative fondamentale. C'est qu'en fait, on doit vraiment essayer d'adapter à chacun. Et d'ailleurs, dans ce livre, on insiste énormément sur la notion de se réconcilier avec notre intuition. Parfois, on va sentir qu'avec cet enfant-là, ça ne va pas marcher. Et on le dit dans notre livre. S'il y a quelque chose qui est écrit, mais que vous ne ressentez pas, ne l'appliquez pas. C'est ça, dire que la réalité du terrain, finalement, prend le dessus. Ça veut dire qu'on doit s'adapter et avoir justement un peu de souplesse dans notre système pour répondre aux demandes de l'enfant et à ses besoins. Tout à fait. Et il n'y a pas de recette magique. Alors, on sait que le mot chinour signifie également inaugurer. Inaugurer. Quel est le lien entre l'éducation et l'inauguration? Alors, c'est très intéressant parce qu'on retrouve le mot chinour également dans le mot Hanouka. Hanouka qui est l'inauguration donc, du sanctuaire, du temple. Et on pourrait se dire, mais quel est le lien finalement entre Chinour et Hanouka? Alors, vous savez que Hanouka, c'est la fête où nous allumons les bougies. Eh bien, les démarches éducatives ressemble à celle d'allumer une bougie, dans le sens où on inaugure une flamme et qu'on va faire en sorte que même lorsqu'on s'en éloigne, eh bien, cette flamme continue de briller et de monter d'elle-même. Il y a, pour m'inscrire dans ce que vous venez de dire, vous me faites penser à un enseignement de nos maîtres qui va exactement dans ce sens, où on nous rappelle que lorsque le Kohen avait la responsabilité d'allumer cette fameuse menorah, donc les flammes qui devaient monter vers le ciel, qui représentent la spiritualité de manière générale, mais qu'on peut inscrire sur le système de l'éducation, il avait l'obligation de maintenir sa main et de ne pas la retirer tant que la flamme ne monte pas d'elle-même. Tout à fait. Et comment, effectivement, pour l'éducation de nos enfants, comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Voilà. Pourquoi ça ressemble à la démarche éducative? Parce qu'en fait, nous, ce que l'on veut, c'est transmettre, inaugurer des valeurs chez l'enfant, de façon à ce que même lorsqu'on s'en éloigne, ça veut dire même lorsqu'il n'est plus sous notre tutelle, il est arrivé à l'âge adulte, eh bien, il continue de faire briller ses valeurs à l'extérieur. C'est en fait la notion de pérennisation des valeurs qui ont été inculquées dès l'enfance. C'est vrai que finalement, peut-être que la différence avec la singularité du peuple juif par rapport à l'éducation, c'est qu'on ne cherche pas simplement à former de bons citoyens, mais finalement de former des êtres humains avec un équilibre, avec un épanouissement. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on vise? Alors oui, tout à fait. Tout l'enseignement vise à inculquer des valeurs telles que le respect de l'autre, la tolérance, le sens du partage, le sens des responsabilités. Alors, en fait, lorsque on va inculquer ces valeurs à l'enfant, ce que l'on veut surtout, c'est qu'il aime ces valeurs. Puisque si on réplique un comportement simplement parce qu'il a été dicté, qui nous dit qu'à l'avenir, finalement, il va le garder.
Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il aime ce comportement. C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un professeur qui vient faire sa leçon du jour et puis voilà ce que je dois te dire et puis je m'en vais. Il y a quelque chose de plus, il faut finalement s'identifier et que l'enfant s'identifie aux valeurs que les parents souhaitent transmettre. Voilà, alors il y a une identification, mais avant tout, il va y avoir deux démarches. Il y a deux dynamiques éducatives. La première, ça va être d'engager l'enfant dans la voie de la valeur. Par exemple, je vous donne un exemple concret, un enfant ramène un objet qui n'est pas à lui, je ne vais pas commencer à lui expliquer le bien fondé de respecter la propriété d'autrui. Non, écoute, cet objet, tu vas le rendre à ton camarade. D'accord ? Une fois que c'est passé, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Parce que l'enfant peut avoir l'impression qu'il est perdant, il va avoir de l'amertume et il peut même associer l'honnêteté à de l'amertume. Alors inconsciemment, qu'est-ce qu'il peut se dire ? Moi, quand je serai grand, je pourrai faire ce que je veux et donc je pourrai prendre les objets des autres et ça sera bien. Alors moi, ce que l'on veut, c'est qu'il aime l'honnêteté. Alors, une fois qu'il est rentré, une fois que l'amertume est un petit peu passée, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Bravo, je suis fière de toi. On va le valoriser. Et on ne va pas seulement le valoriser, on va aussi le sensibiliser. Ah, ton ami était vraiment content d'avoir retrouvé cet objet. Et c'est comme ça que lui-même, il va intégrer l'honnêteté, c'est bien, c'est bon. J'ai du plaisir à être honnête. Puisque vous savez bien qu'on ne pérennise pas des valeurs dans lesquelles on ne trouve pas son compte. C'est que quand on aime vraiment ces valeurs qu'en fait, on va les pérenniser à long terme. Alors, vous nous proposez au début du livre un petit schéma très simple, mais finalement essentiel parce que finalement, vous construisez votre approche sur ce schéma. Une petite maison. La maison avec ses fondations, ses murs, son toit. Et vous nous présentez donc trois points, trois valeurs essentielles qui vont être la discipline, l'amour et les encouragements. Alors, on va essayer de le présenter, ces trois points. Tout d'abord, la discipline. En général, moi, quand j'ai ouvert ce chapitre sur la discipline, j'avais mon approche un peu traditionnelle, classique, qui dit que la discipline n'est rien d'autre que ce que les enfants doivent à l'égard de leurs parents, respecter la parole des parents. Et là, vous la présentez de manière totalement différente. Qu'est-ce que la discipline d'après vous ? Voilà, alors tout à fait. On a pris effectivement le contre-pied, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on nous l'a enseigné. Eh bien, la discipline, ce n'est pas une somme d'obligations que l'enfant a envers le parent, et ni d'ailleurs un moyen que le parent affirme sa supériorité sur l'enfant, mais c'est en fait une obligation que le parent a vis-à-vis de l'enfant. C'est une obligation qu'il a vis-à-vis de l'enfant de créer un cadre stable de règles fixes. Et ce cadre stable, eh bien, c'est très intéressant parce que déjà, à court terme, qu'est-ce qu'il va créer chez l'enfant ? Eh bien, il va créer une sécurité affective et une stabilité émotionnelle. Parce que dans un monde où les règles sont stables, eh bien, finalement, on est beaucoup plus serein. Et puis surtout, le fait que les parents eh bien, représentent finalement la force, que ce n'est pas la règle A puis la règle B le lendemain, ils sont solides, eh bien, ils vont constituer un petit peu, ils vont représenter pour les enfants un rempart de sûreté dans un monde dont ils ignorent les modalités. Et c'est ce qui va leur donner confiance dans la vie, finalement. Donc finalement, non pas rigueur, mais le sérieux des parents, la discipline des parents. L'autorité, voilà, l'autorité bienveillante. C'est pas un mot négatif, c'est vrai qu'aujourd'hui ça pourrait sembler négatif, mais en réalité pas du tout dans le système éducatif. Je précise quand on parle d'autorité parentale que c'est une autorité bienveillante, calme, assurée. Voilà, ça veut dire qu'on ne parle pas du tout d'une autorité imposée par la force et intransigeante qui ne générerait pas du tout tous les bienfaits dont on parle dans ce livre. Bien sûr, mais certains parents pourraient considérer que l'autorité serait à l'origine de frustration chez l'enfant. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre pour qu'il y ait l'autorité parentale dans le sens positif, bien évidemment, mais que l'enfant, pour autant, ne se sente pas frustré, mais qu'il y trouve son bonheur dans cette autorité ? C'est tout le paradoxe. C'est qu'en fait, on a tendance à croire que la frustration est proportionnelle à la fixité des règles. Or, la frustration est inversement proportionnelle à la fixité des règles. Parce que quand je vous pose la question, vous n'êtes pas frustré de ne pas voler ? Non, parce que vous savez, c'est la règle de la gravité et du coup, vous n'êtes pas frustré par rapport à ça. Tandis que si vous savez qu'il y a moyen mais que là, c'est pas possible, et que peut-être que si j'avais tenté de façon un peu plus entêtée, j'aurais obtenu ce que je voulais, là, je serais frustrée.
Dans le cadre de cette autorité parentale, lorsque les parents sont amenés à prendre une décision, quelle qu'elle soit, un oui ou un non, est-ce qu'ils doivent absolument tenir leur décision, quoi qu'il arrive, malgré le petit chantage affectif que l'enfant peut mettre en place? Est-ce qu'on doit absolument maintenir une décision qui semble être bonne à l'origine? Alors voilà, la règle, elle est très claire. C'est une règle qui nous a été donnée par le rabbin Shimshon Raphaël Hirsch, qui était un très grand éducateur allemand du 19e siècle. Il dit, chers parents, minimisez vos noms, mais tenez-les. Imaginons que mon enfant me demande un gâteau au chocolat pour le dessert. Et que je dise non. Et qu'il insiste. Je dise, bon, allez, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer inconsciemment chez l'enfant? Eh bien, prochaine fois que je vais lui dire non, il va insister plus fort parce qu'il se dit, je sais que quand j'insiste, à la fin, le non se transforme en oui. Et donc, en fait, là, on est en train, de façon inconsciente, de le transformer en petit despote. Donc, évidemment qu'on veut un climat qui soit agréable et bienveillant. Et comme je vous ai dit, l'idée, c'est pas du tout d'avoir une autorité intransigeante. Donc, on va maximiser les oui. Et d'ailleurs, dit le Rav Dessler, lorsque quelqu'un sait dire non, ça veut dire qu'il dit, quand il dit oui, il le dit vraiment. Donc, on va essayer de minimiser, de s'y tenir au maximum et de multiplier les oui qu'on va dire finalement avec toute notre volonté. Alors on veut angoisser personne, mais dans votre présentation, vous expliquez que lorsqu'un enfant apprend ou découvre qu'il y a une flexibilité sur un non qui peut devenir oui, non seulement déjà en tant qu'enfant, cela va créer chez lui un petit despote, comme vous le dites, une volonté comme ça d'insister en permanence, mais qu'il y aura des répercussions sur son avenir en tant qu'adulte, c'est que lui-même aura des problèmes avec son propre engagement et qu'il pourra avoir de la flexibilité, ne pas tenir ses engagements? Alors tout à fait. En fait, je vous ai parlé donc des implications à court terme de la discipline. Et comme je vous ai dit, ça va en fait engendrer de la stabilité émotionnelle. Mais à long terme, qu'est-ce que ça va venir engendrer chez l'enfant? La discipline du parent, petit à petit, va se transformer en autodiscipline. Ça pose déjà les jalons de la capacité à endosser des obligations. Et donc, lorsqu'on a été dans un creuset éducatif élevé dans une notion où quand il y a une règle, on la respecte, quand on doit faire ça, on le fait, qu'est-ce que ça va donner à l'âge adulte? Des personnes qui vont être capables de se plier à une autorité lorsqu'il le faut et d'endosser leurs responsabilités lorsqu'il le faut. C'est pas d'ailleurs sans rappeler la fameuse expérience du marshmallow que vous devez peut-être connaître. Allez-y, racontez-la. Alors, c'est une expérience qui a été menée la première fois en, je crois, 1976 par un psychologue qui s'appelle Walter Mischel. Et en fait, c'est très simple, il a pris quelques dizaines d'enfants, il leur a dit, voilà, il les a mis dans une pièce. Écoute, tu peux manger le marshmallow maintenant, mais si tu attends 15 minutes, tu auras 2 marshmallows. Alors certains ont mangé tout de suite sans résister et d'autres ont attendu le deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, entre guillemets, ça montrait dans la plus tendre enfance la capacité à faire preuve de maîtrise de soi, tout simplement. 30 ans plus tard, il a suivi ses enfants et a vu les adultes qui sont devenus. Et de façon unanime, vraiment sans équivoque, le premier groupe qui finalement n'avait pas pu résister, avait plus de difficultés au niveau professionnel, marital, social, psychologique, tandis que le deuxième, ça montrait des enfants qui avaient, des adultes qui réussissaient mieux leur vie à tous les niveaux. Et cette expérience a été reproduite sous différentes formes, à différents points du globe, à d'autres époques, et donne toujours les mêmes résultats. C'est extrêmement intéressant. Alors, on n'est pas dans un monde idéal et idyllique pour autant. On peut imaginer que malgré la volonté des parents d'imposer ou de mettre en place cette discipline, et si l'enfant n'obéit pas? Parce que les enfants ne sont pas tous en train d'obéir à leurs parents, ça se saurait. Et s'il n'obéit pas, est-ce que ça doit se transformer avec une insistance, un rapport de force, un bras de fer avec l'enfant? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter là-dessus? Alors, en fait, c'est très simple. S'il n'obéit pas, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il n'est pas dressé par ses parents. Ça veut dire qu'il a une capacité de libre arbitre et qu'il a aussi la capacité de savoir dire non. Donc, quand un enfant n'obtempère pas, le parent doit absolument garder son calme,
garder sa régularité, garder la fixité de la règle, et ça ne va absolument rien changer à l'attitude chez le parent. C'est ça, c'est-à-dire pas de réaction, on va dire, trop impressionnante, où on va commencer à dire « Ah, c'est ma décision, tu dois la réaliser quoi qu'il arrive ». On va lui dire « Tu n'as pas le droit de, c'est ma décision, tu sais que tu n'as pas la permission de maman pour ça », mais tout en gardant le calme, ça montre que c'est moi qui endosse l'autorité. C'est moi qui endosse l'autorité, et finalement le fait qu'il n'obtempère pas, ça ne va rien changer à mon attitude et à ma cohérence vis-à-vis des règles que j'ai édictées. L'éducation juive est la transmission des rudiments, des principes et des lois religieuses dans le judaïsme. Ce dernier est caractérisé par l'étude de la Torah et par un apprentissage permanent qui commence dès l'enfance et se poursuit à l'âge adulte. Si ce modèle est demeuré relativement inchangé jusqu'à nos jours, dans certaines communautés, il a su s'adapter aux sensibilités des sociétés juives sécularisées. Là, une éducation davantage axée sur les aspects profanes, comme l'histoire, la culture et l'identité juive, a pris une place plus importante par rapport à un enseignement purement religieux. Qu'en est-il de l'éducation des enfants dans la Bible? Il n'existe pas de prescription parmi les 613 mitzvot énumérés dans la tradition rabbinique, exprimant spécifiquement le devoir d'enseigner la Torah aux enfants. Cependant, la Bible hébraïque insiste à plusieurs reprises sur l'importance de l'éducation et sur le devoir d'expliquer le pourquoi des rites. Les références à l'éducation ou aux précepteurs abondent dans la littérature biblique. Au début, l'éducation, loin d'être systématisée, est assumée à titre individuel dans chaque foyer, en recommandant de le faire selon la sensibilité de l'enfant. Mais au 1er siècle avant notre ère, le fondateur du système d'éducation élémentaire est Rabbi Shimon ben Sheta, en association avec la reine Salomé Alexandra. Bien que l'école ne soit pas en rapport immédiat avec la synagogue, les cours sont dispensés dans un local du lieu de culte ou dans la maison de l'enseignant. Celui-ci a pour titre selon son rang Chacham, qui signifie sage, Sofer, qui signifie scribe, ou Chazan, qui signifie chantre. Environ un siècle plus tard, on réforme l'enseignement en imposant à toutes les communautés l'instruction publique des enfants. Selon la coutume orientale, les élèves sont assis sur le sol en demi-cercle autour de l'instituteur, qui siège, lui, sur une plateforme surélevée. Ceci peut paraître extraordinairement en avance par rapport à l'école obligatoire, imposée par Charlemagne, au 8e siècle de notre ère. Vous précisez tout de même qu'il y a des moments où les parents doivent être en mesure de fermer leurs yeux. Ah, oui. Alors, comment définir ces moments-là? À quel moment est-ce qu'on sait que voilà, je dois laisser passer, laisser couler, en quelque sorte? Ou est-ce qu'au contraire, il faut être vigilant et réaffirmer les principes d'autorité? C'est quand on en a l'intuition. Il y a des moments où on sent que c'est un combat perdu d'avance. Il vaut mieux choisir ses combats. Et finalement, s'il a mangé le gâteau au chocolat dans son lit et qu'on trouve les miettes le lendemain matin, à quoi ça sert finalement de lui faire ce reproche? Vous me faites penser à un enseignement du Pélé Yoetz, un très grand maître qui vivait en Italie, qui nous dit qu'il y a des moments où effectivement il faut savoir fermer les yeux, et il rajoute, il y a même des moments où il faut savoir fermer les oreilles. Peut-être des choses à pas forcément, ça veut dire pas forcément réagir à tous les moindres détails de son... Tout à fait. Une fois que nous avons parlé de cette discipline, cette autorité parentale, nous en arrivons tout de même à une étape qui est très importante, c'est celle de l'amour, de l'affection. Alors on pourrait dire, bon, nos enfants savent pertinemment qu'on les aime, c'est un terrain conquis, je n'ai pas besoin de manifester cette preuve d'amour. Qu'en dites-vous? Alors en fait, les enfants ont besoin qu'on leur montre l'amour. Il ne se passe pas par Wi-Fi, enfin en tout cas pas que je sache. Par télépathie. Voilà, pas par télépathie, mais il faut absolument donc être capable de leur montrer et de leur dire. Parfois on a l'impression qu'on leur donne de l'amour, mais comme finalement ça passe de façon inconsciente, eux ne le perçoivent pas vraiment. Nous avons mis, dans le livre, donc, il y a des illustrations, et nous avons mis un petit dessin où la mère dit à son enfant: je t'ai acheté des habits, j'ai vu qu'il manquait des choses dans ton armoire. Lui, il pense, maman m'a acheté des habits. Et elle pense, ah, il voit bien que je l'aime. Il n'a rien fait du tout. Donc il faut leur dire.
Et d'autant plus dans notre époque qui est caractérisée par une course effrénée contre la montre et un stress ambiant et l'arrivée de toutes les nouvelles technologies, les enfants ont un besoin démultiplié d'amour et d'affection qui soit démontré. Est-ce que cet amour est illimité? Est-ce qu'il est conditionné à un comportement? On connaît tous la réaction classique des parents qui diraient bon, regarde, si tu as une bonne note, si tu te comportes bien aujourd'hui, alors je t'offrirai telle ou telle chose, ou on partira en week-end, ou je viendrai t'embrasser. Est-ce qu'il y a une condition à l'amour manifeste des parents à l'égard de leurs enfants? Alors, absolument pas. Rien? Écoutez, c'est exactement comme l'amour qu'on a vis-à-vis de soi-même. Normalement, que je réussisse ou que je ne réussisse pas, je suis censée m'aimer de la même façon. C'est pareil pour les enfants. Qu'ils aient réussi ou pas leur année, leur contrôle, leur examen, ça ne doit absolument rien changer à l'amour que je porte pour eux. Et justement, on parle beaucoup des méfaits de l'amour conditionnel. Lorsque quelqu'un doit sentir qu'il doit se comporter d'une certaine façon pour être aimé, eh bien c'est quelqu'un qui va chercher à toujours être aimable. Pour être aimé, je dois être aimable. Et donc, en fait, ça freine tout l'épanouissement personnel d'un enfant. Ça me fait penser à un verset de la Torah où Dieu définit le peuple d'Israël comme étant Bani Matem Lachem. Vous êtes considérés comme les enfants de Dieu. Et nos commentateurs sur place, notamment dans le Talmud, nous expliquent que finalement, quel que soit le comportement du peuple d'Israël, eh bien, c'est comme les enfants de Dieu, c'est-à-dire que Dieu aime ce peuple-là, quoi qu'il arrive, ce n'est pas conditionnel. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas là la définition de ce qu'on appelle un ben ou une bat, un garçon, une fille, le lien avec ses parents, c'est quoi qu'il arrive? Tout à fait. Vous avez exactement mis le doigt sur le cœur de l'amour. L'amour s'appelle de l'amour dès lors qu'il est inconditionnel. Dès lors qu'il est inconditionnel, alors c'est ça qui va vraiment venir nourrir l'enfant. Et tout à l'heure, vous posez la question de savoir s'il y a une limite à l'amour. Alors j'aimerais quand même faire la différence entre amour et gâterie. La gâterie, eh bien c'est ça, c'est écoute, si tu te comportes bien, je t'achèterai ta glace. Dans le fond, la gâterie profite à qui? À l'enfant ou aux parents? Aux parents. J'achète mon confort, j'ai besoin d'une heure de tranquillité. Si à la fin ça me coûte une glace, je suis prêt à investir. L'amour profite uniquement à l'enfant. C'est je t'aime parce que je t'aime, parce que je veux te donner du bien. Tiens, j'ai vu ce petit cadeau. Le Rabbi Jacobson insiste énormément sur le fait d'offrir des petits cadeaux à l'enfant qui soient indépendants de son comportement. Ah, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi, alors je te l'ai ramené. C'est extrêmement important, effectivement, de bien rappeler que les parents ne sont pas des professeurs. Ils ne sont pas là pour suivre le carnet de notes de l'enfant en disant voilà, je te mets une note ou je te mets un A, B ou C. C'est des parents. Tout à fait. Tout à fait. Justement, dans le cadre scolaire, finalement, ils sont tellement stimulés, tellement parfois stigmatisés et puis évalués en fonction de leurs notes qu'heureusement qu'il y a un havre de paix à la maison où je ne suis pas évaluée en fonction de mes notes ou de ma réussite ou de mon comportement. Alors bien évidemment qu'on peut dire à l'enfant, je n'aime pas ce comportement, mais ça ne changera jamais l'amour que je porte pour toi. C'est-à-dire qu'on ne personnalise pas, en quelque sorte, l'enfant à son erreur. Tout à fait. Il n'est pas l'erreur, il n'est pas menteur. Tout à fait. Il dit du mensonge, mais il n'est pas pour autant un menteur. Tout à fait. C'est important de le signaler dans notre façon de lui parler. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est encore mieux. On peut même profiter, entre guillemets, d'un reproche, d'une critique, pour le remonter. Par exemple, lui dire finalement ta chambre est en désordre, ça ne te ressemble pas. Donc moi, j'ai fait passer le message. Et en fait, tout en faisant passer le message, eh bien, j'en ai profité pour le valoriser. L'étape suivante dans notre parcours d'éducation, notre construction d'éducation, ce sera après donc la discipline, l'amour, les encouragements. Est-ce que l'encouragement doit être finalement la finalité? C'est-à-dire que lorsque l'enfant atteint les objectifs qu'on lui a fixés, par exemple, on va lui dire bravo, voilà, je t'encourage à être à ce niveau-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit au contraire accompagner l'ensemble du parcours et chacune des étapes, même entre les étapes de chaque enfant? Alors, tout à fait, c'est une très 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 bonne question. L'encouragement, en fait, eh bien, elle va venir faire jaillir la lumière sur ce qui a été accompli, même si ça a été accompli pour l'instant de façon partielle.
Vous savez très bien que finalement, la réussite est la succession de petits aboutissements, de petits accomplissements. Lorsqu'en fait, on sait mettre le doigt sur un petit aboutissement, eh bien celui-ci deviendra plus grand. Et c'est comme ça qu'on assure en fait la réussite de la progression de l'enfant vers l'objectif qu'il s'est fixé. D'ailleurs, en hébreu, le mot encouragement se dit idoud. Et idoud, ce sont les mêmes lettres que ya'ad. Ya'ad veut dire objectif. Donc, vous voyez encore une fois que dans la langue hébraïque, on voit que c'est enraciné dans la possibilité de réussir. L'encouragement, c'est le vecteur finalement de cette réussite. Est-ce qu'il y a justement une nécessité du coup de la part des parents de constater l'évolution? Parce que c'est vrai, et je pense que dans toutes les relations humaines, souvent c'est dans le couple, mais là ici on l'extrapole au niveau des enfants, on se dit que tant que l'objectif n'est pas atteint, en fait on n'est nulle part, on n'a rien. Est-ce que la spécificité de notre vision, là, qu'on propose, c'est de sensibiliser les parents à l'évolution, finalement, au parcours qui est entamé par l'enfant? Alors, il va y avoir deux choses. La première, c'est de se focaliser sur le positif. On a souvent tendance à regarder ce qui ne va pas au lieu de se concentrer déjà sur ce qui va. Donc, le premier exercice du parent, puisque vous comprenez bien que tout ce qui est éducation, ce n'est pas des techniques de surface, c'est un travail intérieur du parent. Eh bien, ça va être justement de travailler son regard sur ce qui est positif, ce qui va le reconnaître, le clamer. Et c'est comme ça qu'en fait, ça va permettre de faire jaillir. La deuxième chose, c'est que parfois, dans certains domaines, le parent doit revoir à la baisse ses attentes. Comme on l'a mis dans le livre, on a mis un petit exemple où en fait la mère est une férue de musique et l'enfant est loin d'être un prodige. Et au début, elle est très frustrée, et puis en fait, ça engendre énormément de critiques. Tout simplement, quand elle revoit ses expectations à la baisse, eh bien finalement, elle est contente qu'il arrive à jouer au clair de la lune, et elle sait se satisfaire de ça. Et c'est que comme ça que finalement, lui-même va vouloir avoir envie de poursuivre sa progression. Et est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans de l'orgueil? Parce que du coup, si je n'arrête pas de dire à mon enfant en permanence « Ah bah bravo, félicitations », est-ce qu'il n'y a pas un risque d'orgueil qui pourrait rentrer à ce moment-là? Pas du tout, c'est le contraire. Puisqu'un individu qui a été encouragé dès l'enfance, saura s'auto-encourager. Pourquoi on a besoin de se pavaner? Parce qu'en fait, on cherche l'approbation des autres. Mais si nous-mêmes, on s'auto-valorise, on n'a pas besoin de se mettre en avant. Est-ce que la critique a une place dans l'éducation ou est-ce qu'il faut totalement l'abolir? Est-ce qu'on a le droit, sans être méchant, mais d'avoir un regard un peu critique et en disant les choses, voilà, ça ne va pas, ou tu devrais modifier tel ou tel comportement? Alors, la critique n'est pas un outil éducatif. C'est-à-dire que parfois on doit faire des recadrages, mais ce n'est pas ce qui va éduquer l'enfant dans le sens de chinour, d'intériorisation, puisque en fait, ce n'est pas quelque chose auquel il va adhérer. Ça peut être encore même pire que ça, c'est que la critique, elle peut endommager l'image personnelle de l'enfant, l'image qu'il a de lui-même. C'est ça, son estime de soi? Tout à fait. Et donc, en fait, ça peut complètement le faire perdre ses moyens et puis surtout, ça peut, vous savez, engendrer ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Si on stigmatise l'enfant, si on lui met une étiquette, il va développer une croyance sur lui-même négative et en fait, de façon inconsciente, il va être à même de le reproduire. Si vous dites à un enfant qu'il est maladroit, il y a de fortes chances que le lendemain, il vous fasse tomber des verres de la main. C'est un peu, vous savez, l'effet Pygmalion, en fait, de la focalisation négative, justement. Alors, j'imagine que dans les étapes d'évolution de notre enfant, il y en a une qui est particulièrement délicate, celle de l'adolescence. Parce que j'entends bien toutes ces valeurs, cette mise en confiance, cette autorité parentale nécessaire, bienveillante. Mais il y a un moment où l'enfant veut voler un peu de ses propres ailes. L'adolescence, c'est, alors, quel que soit l'âge où on fixe l'adolescence, on sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus jeune, mais bon, voilà. Comment on fait pour gérer cette période qui est des fois assez perturbée, tourmentée dans la vie de nos enfants? Alors, l'adolescence, c'est une phase de transition entre l'âge enfant et l'âge adulte. Donc, c'est une période qui est inéluctable dans la vie d'un individu. En hébreu,
le jeune, l'adolescent se dit Nahar. Nahar est à rapprocher du mot Lenaer, qui veut dire secouer. Que va faire l'enfant, enfin l'adolescent, de façon consciente ou inconsciente? Il va ressentir le besoin de mettre à sac toutes les valeurs qui ont été données par les parents et de faire son tri, de savoir qu'est-ce qu'il reprend, qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il ne garde pas et de quelle façon il va le reprendre entre guillemets à sa sauce. Et quand bien même les valeurs ont été données dans un cadre sain et qu'elles soient positives, de toute façon, l'adolescent a besoin de faire ce travail. Et c'est très bon signe parce que ça montre que, eh bien, il est détenteur du libre arbitre. C'est d'ailleurs souvent une source d'angoisse de la part des parents. C'est-à-dire, maintenant que mon enfant devient un peu plus grand, qu'il va un peu sortir à l'extérieur tout seul, sans que je sois là pour veiller sur lui et à son comportement, et en sachant que lui voit bien que je ne suis pas derrière lui pour veiller à son comportement, bah comment il se comporte quand je ne suis pas là? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il garde de ce que j'ai transmis pendant des années? Eh ben, tout à fait. Alors déjà, ce qu'on dit, c'est que très souvent, la crise d'adolescence n'est pas la crise de l'adolescent, mais la crise du parent au moment de l'adolescence, parce qu'il y a cette perte de contrôle, il y a ce lâcher-prise. Et donc, finalement, il va y avoir une volonté un peu de couver l'enfant, de vouloir réaffirmer son autorité, alors qu'en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. L'adolescence, c'est en fait une période de transition. Il faut absolument accompagner l'enfant vers la prise d'autonomie, l'encourager vers la prise d'autonomie et arrêter de le couver ou de vouloir faire mieux, faire à sa place parce que sous prétexte qu'on sait faire mieux que lui. Oui, finalement, ce sont peut-être deux forces contraires qui se mettent en place au même moment. Ça veut dire qu'il y a ce jeune homme, jeune fille qui commence à vouloir avoir plus d'indépendance et peut-être une volonté des parents de garder la mainmise sur leurs parents. Donc comment on gère ces deux forces qui vont dans les sens inverses? Eh bien, il va falloir que le parent mute sa relation. Il va falloir qu'il passe du parent au complice, à l'ami. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ce dont il faut se souvenir pendant cette période-là, d'abord, il va falloir adapter notre communication. On ne va pas lui dire des choses du style de toi tu sais pas, moi je sais, ou de mon temps on ne faisait pas comme ça. Voilà. Ne surtout pas dire. Exactement. Puis travailler son écoute. Dit le Rav Wolbe, on doit être à l'écoute de son monde émotionnel. Il a à ce moment-là énormément de sentiments, de pulsions, de sensations qui font surface. Et donc, il a besoin en fait d'une écoute. Ça ne fait pas forcément sens, ce n'est pas forcément cohérent, mais ils ont besoin en fait d'une écoute qui soit bienveillante, sans jugement. C'est surprenant de parler d'écoute, justement peut-être à l'âge où il parle le moins. C'est-à-dire qu'il s'ouvre le moins et pourtant, on doit, nous en tant que parents, être à son écoute. Des moments où il va parler? Parce que parfois, être prêt? Parfois, il faut savoir respecter leur silence et leur laisser peut-être juste un mot qui signifie si tu as besoin, je suis là. Et parfois, le fait qu'on ait respecté leur silence, c'est ça qui va les pousser en fait à parler. Vous présentez une manière assez originale et très moderne de cette période de l'adolescence où vous mettez en évidence le décalage qu'il y a entre l'évolution intellectuelle de nos enfants, de plus en plus jeunes d'ailleurs, à notre époque, avec les moyens technologiques qui sont à leur disponibilité, à leur disposition, et d'un autre côté, leur évolution émotionnelle. Comment effectivement on arrive à maintenir cet équilibre et de faire grandir les deux en même temps? Alors, tout à fait. Donc, comme je vous ai dit, la crise d'adolescence, enfin la période de l'adolescence, eh bien, est inéluctable. Mais parfois, elle va se faire de façon brutale. Eh bien, sachez que c'est un phénomène qui se passe dans les sociétés modernes, dans les sociétés occidentales. Alors du coup, on s'est posé la question de dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces sociétés-là qui va faire que la période de l'adolescence va se manifester sous forme de crise? Eh bien, la raison, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a un décalage entre leur connaissance intellectuelle et leur maturité émotionnelle. Ça veut dire qu'en fait, on voit que par rapport aux générations précédentes, effectivement, on a accès à beaucoup plus de connaissances, mais en même temps, en parallèle, on se jette dans la vie active beaucoup plus tard. On grandit parfois dans des cocons qui font qu'on ne prend pas encore de responsabilité. Alors justement, le Rav Jacobson enjoint les parents, pour préparer justement cette période, à donner absolument une autonomie des responsabilités à l'enfant,
de façon à ce que justement, eh bien, sa maturité émotionnelle soit en parallèle avec le taux de connaissance qu'il a. Se pose également la question de l'exemplarité des parents. Ça veut dire qu'on peut parler pendant des heures, des jours, des années, mais s'il n'y a pas une adéquation avec le comportement des parents, est-ce que les enfants sont sensibles à ça? Est-ce qu'ils le remarquent? Et est-ce qu'ils finalement nous l'envoient à la figure lorsqu'on ne rentre pas exactement dans ce que l'on dit de faire à nos enfants? Bien, tout à fait, c'est quelque chose qu'on voit de façon intuitive. Ça ne sert à rien de dire aux enfants d'être polis si finalement ils voient un exemple parental qui n'incarne pas la valeur de la politesse. C'est ce qui est écrit également dans nos écritures, Gadol Shimusha Milimuda. Finalement, l'enseignement que l'on tire de l'exemple personnel est encore plus d'impact que l'enseignement théorique. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que l'enfant perçoit? L'enfant a un mode de perception de la réalité qui est très différent de celui de l'adulte. En l'occurrence, il va percevoir des choses qui sont concrètes, qui sont sensorielles et surtout des choses qui sont récurrentes. C'est pour ça que le parent ne doit absolument pas avoir peur des erreurs qui sont ponctuelles. Au contraire, ça veut dire qu'un modèle parental inspirant, eh bien, ce n'est pas un parent parfait. C'est un parent qui est capable de se remettre en question, qui montre qu'il est en progression, et que, en fait, justement, il assume parfois d'avoir fait ses erreurs et il n'a pas peur de se remettre en question pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça, mais de ne pas prôner les erreurs comme étant le modèle idéal, finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors, il ne faut pas qu'il y ait une normalisation des erreurs, et parce qu'en fait, l'enfant, qu'est-ce qu'il percevrait? Eh bien, qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des déclarations, puis il y a le monde de la vraie vie. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est ça. Et il pourrait aussi croire que certaines choses sont autorisées lorsque l'on est parent, voilà, mais que c'est interdit lorsqu'on est enfant. Voilà, si on lui dit c'est interdit de mentir, mais qu'à côté de ça, il voit qu'on le fait impunément, je précise bien, hein, et bien à ce moment-là, il se dit bon, bah alors c'est que c'est interdit pour les enfants et pour les parents, ça doit être permis. Donc moi, quand je serai grand, je le ferai. Joël, je voudrais reprendre juste peut-être un dernier détail. C'est votre personnage, un des personnages qui le dit. Et maintenant, alors c'est trop tard. Ça veut dire le livre, il est entre nos mains maintenant. Peut-être que des parents vont nous dire ah, mais mes enfants sont déjà des adolescents, des préadolescents. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il y a un moment où on peut rattraper finalement peut-être des loupés au niveau éducatif? Alors vous savez ce qu'on dit? Que quand on apprend une chose, c'est que c'est le bon moment de l'apprendre. Et que si on ne l'a pas appris plus tôt, c'est qu'on ne pouvait pas l'intégrer plus tôt. Donc chaque apprentissage, chaque enseignement doit effectivement provoquer un changement intérieur chez nous, mais pas de regret. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Et que finalement, les enfants ne sont pas des formules de mathématiques. Oh là là, si j'ai raté mon premier paramètre, alors du coup, tout va être fichu pour la suite. Pas du tout. Et puis, encore une fois, l'amour, eh bien, ça couvre nos erreurs. Comme le dit le roi Salomon, « Al kol peshav techase ahava ». Sur toutes nos erreurs, il y a un petit pex merveilleux qui s'appelle l'amour. Donc même si bien, on aurait fait des erreurs, si on dédouble encore une fois d'un amour qui est démontré et qui est non conditionnel, eh bien, ça va servir de pansement finalement à ce qui aurait pu être dommageable par la suite. Et on comprend effectivement parfaitement du coup le titre de votre livre, S'élever avec ses enfants, c'est-à-dire qu'à travers ce que l'on donne à nos enfants, c'est le miroir et que l'on grandit soi-même en tant que parent et qu'on continue finalement de s'éduquer, de s'auto-éduquer. Comme nos enfants, nos maîtres nous disent, nos enfants ne sont pas simplement nos enfants, mais nos constructeurs. On se construit à travers nos enfants également. Joy, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous nous proposez ce livre incroyable sur l'éducation, S'élever avec ses enfants, écrit avec Vanessa Benzaken. Merci pour ce que vous faites, merci pour cet échange avec vous ce matin. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.